cette période de ma vie m'a appris quelque chose, ça m'a appris aujourd'hui à dire non, à dire stop. L'investissement immobilier, c'est pas pour moi. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Et là, je me prends une gifle sur un monde où on m'explique que tu peux décorréler ton temps et l'argent. Eux, ils l'ont fait. Moi, je vais le faire. Je crois pas avoir le souvenir d'avoir acheté une formation que je n'ai pas rentabilisée. x10, x20, x50 pour certaines. C'est pas l'argent mon moteur, c'est vraiment mon temps. Et au bout d'1 an, j'arrivais à faire entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode de L'argent, rien que la vérité. Aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai un profil très atypique à vous présenter. C'est une femme qui a, qui a plusieurs casquettes. Elle va vous expliquer ses réussites, ses échecs et j'ai le plaisir d'accueillir Denise. Merci de ton accueil. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Denise. Je pense que je vais faire une petite rapide présentation. Toi. Voilà. Donc Denise, j'ai bientôt 34 ans. Je suis maman de 2 enfants, de 7 ans et 5 ans et demi, donc en âge rapproché. Et je suis maintenant dans l'entrepreneuriat depuis 2021, donc ça fait 4 ans, et investisseuse immobilier aussi depuis 6 ans à peu près. Voilà. Okay. Donc un petit peu au niveau de mon parcours. Moi, j'étais salariée pendant 12 ans, j'étais conseillère bancaire. Et j'ai pété mon petit câble, ma petite durite, burn-out, 2 burn-out enchaînés. Voilà, j'ai fait ma petite crise de la trentaine aussi au passage. Okay. Et du coup, ça m'a permis de quitter ce monde en fait, du salariat, où j'en ai bavé en tout cas sur les dernières années. Et aujourd'hui, de vivre de l'entrepreneuriat et de pouvoir avoir une vie complètement différente et aspirer à des nouvelles choses et avoir beaucoup plus de temps aussi avec ma famille, avec mes enfants. Et ça vaut tout l'or du monde. Alors déjà, merci d'être là. Et en fait, tu as tout simplement anticipé ma question, parce que j'allais te dire justement, présente-toi. Et moi, j'aimerais bien te poser quelques questions, justement, déjà sur ton parcours, parce que je le trouve très intéressant. Je suis sûre qu'il y a des gens aussi qui se retrouvent dans ce que tu dis, qui peut-être sont salariés, qui sont en burn-out, etc. Moi, j'ai aussi une expérience par rapport à ça, mais qui est plutôt à l'inverse, tu vois. Moi, j'ai fait un burn-out dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et du coup, je me suis plus retrouvée après à me dire, finalement, le salariat, c'est quand même pas si mal. Donc, en fait, j'aimerais bien avoir, toi, ton avis là-dessus. Comment, aujourd'hui, avec le recul et la hauteur, comment tu perçois le fait que le salariat t'ait mis en burn-out et que tu te sentes finalement mieux dans l'entrepreneuriat ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que au final, si tu veux, ce qui s'est passé dans ma vie de salarié, c'est-à-dire vraiment vivre des choses très difficiles, alors pour expliquer un petit peu, parce que ça paraît peu concret quand on survole comme ça, mais quand on est en burn-out, pour ceux qui l'ont vécu, vous le savez, mais ceux qui ne l'ont pas vécu, on est vraiment démunis. On se sent vraiment plus bactère. Je pense que toi, tu l'as vécu aussi. Enfin, moi, je rentrais chez moi le soir, je hurlais sur mes enfants, j'avais aucune patience. Je me mettais à pleurer, mais tout le temps. J'allais travailler avec la boule au ventre, tu vois, et c'était hyper compliqué. Je subissais des agressions verbales et même physiques de la part de clients. Ah ouais, d'accord. Pour se remettre dans le contexte, on était en 2021, donc Covid, période Covid. Et du coup, je me faisais cracher à la figure. Donc, en période Covid, voilà. Parce qu'on ne pouvait pas accéder aux demandes du client. Moi, je faisais que respecter les règles de mon entreprise. Mais on est en première ligne, donc on prend tout. Bien sûr, sous-effectif, donc tu fais constamment le boulot de 3-4 personnes. Et en fait, quand tu veux bien faire ton travail, et c'est ça souvent qui arrive pour les personnes qui sont en burn-out, c'est justement les personnes qui ont envie de bien faire. Et qui ont envie que tout soit bien fait, que tout soit OK, d'être droit dans leurs bottes. Et le problème, c'est que quand on veut tout bien faire et qu'on ne nous donne pas les moyens de tout bien faire ou qu'on n'a pas suffisamment le temps ou qu'on ne sait pas dire stop ou non, c'est là, en fait, qu'on pète un câble et qu'on craque littéralement. Et si tu veux, en fait, cette période de ma vie m'a appris quelque chose. Ça m'a appris aujourd'hui à dire non, à dire stop, ou j'ai pas envie, je n'ai plus les capacités, je ne suis plus en capacité, ou il faut que je freine. Et en fait, ça m'a permis au moins de connaître mes limites. Alors après, ça ne m'a pas empêché d'avoir une phase dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas si longtemps encore, de down, on va dire. Je ne vais pas parler de burn-out, ce n'était pas un burn-out, mais je dirais plutôt une espèce de ras-le-bol. Mais justement, je pense que j'aurais pu tomber dans un burn-out si tu n'avais pas respecté les limites. Si j'avais pas eu justement cette première expérience, de me dire maintenant, je connais mes limites et je sais à quel moment il faut que j'arrête. Et du coup, ça m'a permis au final
De rester en phase de down, de doser plutôt que vraiment de faire une vraie dépression, un vrai burn-out, à être au fond de mon lit. Là, c'est plus, j'ai ralenti, en fait, j'ai quasiment tout stoppé pendant 1 an, presque. J'ai eu ce besoin de dire stop, à un moment donné, de me recentrer sur moi-même, qu'est-ce que je veux faire, où j'en suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai parcouru, où j'ai envie d'aller. Et justement, c'est cette expérience dans le salariat qui a été malheureuse, mais que je changerais pour rien au monde, parce que déjà, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, devant toi, et de pouvoir en parler ensemble. Et c'est ce qui m'a permis aussi de connaître mes limites, professionnellement parlant, et même moi-même, hein, tu vois, intérieurement. Donc, tu vois, je regrette rien. Ok, oui, bien sûr, parce que du coup, effectivement, à travers aussi cette difficulté, en fait, c'est là où l'entrepreneuriat est né. Finalement, si tu n'avais peut-être pas eu ces burn-out, tu ne te serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat. Et il ne serait pas arrivé, du coup, la suite des événements dont tu vas nous parler. Parce qu'en fait, là, du coup, c'est un peu le pré-entrepreneuriat, finalement. Ouais. Et du coup, comment t'en es arrivée à te lancer ? Pour vous expliquer un petit peu, donc, Denise, aujourd'hui, tu es investisseuse IMO, mais tu es aussi, du coup, entrepreneuse. Elle fait des boutiques Amazon, enfin, elle lance des marques sur Amazon FBA. Donc, tu nous expliqueras aussi quelle est la différence entre un business Amazon et Amazon FBA pour que les gens puissent comprendre exactement quelle est la différence. Mais ok, donc comment t'en arrives à passer de burn-out, justement, à te lancer dans l'entrepreneuriat, et quels sont tous les questionnements qui te passent par la tête ? Est-ce que tu te dis tout de suite, c'est quelque chose qui m'attire ? Est-ce que je vais réussir, pas réussir ? C'est une très bonne question. Et en fait, il faut savoir que moi, si tu m'avais rencontré il y a 8 ans en arrière, je t'aurais dit, l'investissement immobilier, c'est pas pour moi. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Moi, j'ai un profil ultra sécuritaire, tu vois, où j'étais bien, manière de parler, mais dans mon CDI, parce qu'il y avait la sécurité de l'emploi, t'as ton salaire à la fin du mois, c'est carré, t'as ta maison à payer, t'as tes enfants à nourrir, tu vois. C'était confortable à ce niveau-là. J'avais aussi, du coup, des horaires de bureau. Donc, c'était relativement simple. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, ça ne suffit plus. Ces avantages-là ne suffisent plus. Et en fait, quand j'étais vraiment au fond du trou, si tu veux, il y a mon conjoint qui avait, à l'époque, quelques mois plus tôt, pris une formation sur le business en ligne Amazon FBA, e-commerce. Et il n'avait pas encore pris le temps de la regarder, parce que si tu veux, c'est la vérité, hein, c'est mon conjoint au final qui m'a vraiment poussée dans ces choses aujourd'hui, investissement, l'entrepreneuriat. Sans lui, je ne serais pas ici. Hein. Parce que c'est lui qui est vachement éveillé sur le sujet et qui m'a éveillé lui-même, qui m'a éveillé moi-même sur le sujet. Mais sans lui, sans toi, il n'y serait pas non plus, tu vois. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Après, je pense qu'il l'aurait fait quand même lui-même, parce qu'il a cette force où il sait où il va. Il m'a amené avec lui. Il m'a même vraiment propulsée, je dirais, parce que sans lui, vraiment, j'aurais pas pu être là aujourd'hui. Mais du coup, il avait pris cette formation. Et il m'a dit, écoute, j'ai ça, regarde. Là, tu te sens pas bien, dans tous les cas, il va falloir que tu prennes une décision par rapport à ton travail. Ça peut pas durer. Moi, j'étais en train de me dire, ok, la retraite de salarié, c'est au bas mot dans 35 ans. Ça veut dire j'ai 2 options. Soit je pleure encore pendant 35 ans, tous les matins et tous les soirs. Soit j'accepte la situation, j'arrête de pleurer, je prends du recul, mais je sais pas si j'en suis capable. Soit je trouve une porte de sortie. Et je commence à regarder cette formation. Je connaissais pas du tout, en fait, le principe d'Amazon FBA, en private label, donc je vais réexpliquer un petit peu après. Pour moi, Amazon, c'était acheter, j'étais en tant que consommatrice et cliente, acheter sur Amazon, il y a des professionnels, des entreprises qui sont là, j'achète leurs produits, ils m'envoient, ou même limite, c'est Amazon, tout est Amazon et j'achète. Et en fait, déjà, la formation, ce qui me frappe, c'est que ça démarre par un module de mindset. Et là, je me prends une gifle. Je me prends littéralement un aller-retour. Et je me dis, OK, il y a un monde parallèle dont on ne nous parle pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai grandi dans une famille de salariés où on m'a dit que le plan de vie rêvé, c'est d'avoir son petit CDI en 35 heures ou 40 heures, d'avoir des horaires de bureau dans une grosse entreprise avec des avantages, un CE et tout. Et si tu gagnes 2000 balles par mois, genre, t'es déjà, waouh, tu vois, t'as déjà réussi ta life, tu vois. Et là, je me prends une gifle sur un monde où on m'explique que tu peux décorréler ton temps et l'argent. Tu n'es pas obligé de convertir ton temps. Donc, comme un salarié, tu vas bosser de telle heure à telle heure et on te donne ton salaire pour de telle heure à telle heure. Et là, en fait, je me rends compte qu'on peut créer des revenus passifs, en fait,
dormir et faire de l'argent, être en week-end, faire de l'argent, jouer avec ses enfants et faire de l'argent, bien sûr, en bossant en amont, tu vois. Et là, je me dis, ok, dans tous les cas, j'ai pas d'autre choix, il faut que j'y aille. Et je me lance dans le projet fou. Et je me dis, vas-y, je vais réussir. Et du coup, ce que je fais, en fait, c'est que le souci, pour ceux qui nous regardent et qui sont peut-être dans une phase de burn-out, avant de commencer tout projet, déjà, reprenez confiance en vous. Je pense que c'est le plus important, parce que vous êtes vraiment le pilier de votre entreprise, enfin, de l'entreprise que vous avez créée. Si vous n'êtes pas solide mentalement et que vous n'avez pas conscience de vos capacités, ça va être difficile. Donc déjà, retravailler le mindset. Et à l'époque, j'ai écouté énormément de podcasts. J'ai écouté énormément d'interviews de gens qui sont partis de zéro et qui ont réussi. Et du coup, ça m'a reprogrammé. Je me suis dit, ok, eux, ils l'ont fait. Moi, je vais le faire. Je suis pas plus bête que les autres. Je vais le faire, tu vois. Et je me suis dit, go, parce que de toute façon, c'est soit ça, soit le vide, et je tombe et je sais pas, en fait, où je pourrais être demain. Ça se trouve, je vais faire une connerie, parce que j'étais vraiment au fond du trou, tu vois. Je me suis dit, pour ma famille, pour moi, pour tout, il faut que je réussisse. Je n'ai pas le choix. Je vais réussir. C'est pas je vais essayer. Je vais réussir. Et du coup, je me suis lancée corps et âme, dans le projet Amazon. Et ça a fonctionné très rapidement. C'est cool. J'en ai des frissons. Non, je suis impressionnée parce que je trouve que ton parcours, il est admirable en vrai, tu vois. Et en ayant eu aussi un burn-out, alors il était peut-être pas aussi fort que le tien, mais moi vraiment, j'ai saturé. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, je pouvais plus me le voir en peinture, tu vois. Mais c'est OK. Et je suis aussi OK d'y retourner. Est-ce que toi, tu te dis, peut-être qu'un jour, je serai capable de revenir dans le salariat mais peut-être pas dans la même entreprise, pas dans la même filiale, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vraiment, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça t'a tellement, justement, débloqué des cases dans tes croyances que tu dis non, moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, c'est aussi une question de profil. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise dans le salariat, d'autres plus à l'aise dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que toi, tu sais que c'est l'entrepreneuriat qui te correspond et du coup, ce sera ça jusqu'à la fin? Ou est-ce que tu te dis... en vrai, aujourd'hui, il y a certains aspects du salariat quand même peut-être qui te manquent ou avec lequel tu serais prête à faire la paix peut-être. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne retournerai jamais, alors on peut jamais dire jamais finalement, tu vois, mais dans le monde bancaire. J'en suis littéralement dégoûtée. J'ai fait un BTS banque, une licence banque. J'ai bossé pendant 12 ans en tant que conseillère bancaire. Je n'en peux plus. Enfin, j'ai vu... tous les côtés les plus sombres de ce métier-là, je n'en veux plus. Je ne ferme pas la porte au salariat, par contre pas sur le modèle que j'ai connu. C'est-à-dire que si demain, je dois reprendre un CDI, si c'est le cas, ça sera, je pense, pour aller plus loin dans nos projets immobiliers. Mais si jamais c'était le cas, ça serait sur un modèle où, en tout cas, je peux être relativement libre de mon temps. C'est-à-dire... peut-être avoir des horaires vachement flexibles, en grande majorité du télétravail. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je ne me vois plus repartir sur le schéma en fait, où je suis complètement dépendante d'horaires imposés. Parce que aujourd'hui, en fait, le pourquoi du comment je suis plus heureuse dans l'entrepreneuriat, c'est littéralement le fait d'être libre de mon temps, de pouvoir organiser mon temps comme je le veux, c'est-à-dire bosser aux horaires que je le souhaite. Si j'ai un rendez-vous médical à prendre en journée, je le prends. Si j'ai envie d'aller à la salle de sport à 11h du matin, je vais à la salle de sport à 11h du matin. Si j'ai envie de déposer mes enfants à l'école le matin, aller les chercher à 16h30, je le fais. Maintenant, si je dois bosser de 21h à 1h du matin, je le fais. Tu vois, c'est juste... mais je pourrais pas revenir je pense pas sur un job avec des horaires imposés, tu vois. Ouais. Peut-être un télétravail ou un truc comme ça. Ouais, ok, c'est ça. Ok. Du coup, on va en venir à la première question. C'est voilà, tu nous as dit ça a commencé et ça a marché très vite pour moi. Est-ce qu'il y a eu un moment, que ce soit dans ton business, soit par exemple dans l'IMO, où t'as perdu une grosse somme d'argent, où tu t'es planté peut-être sur un appartement, sur un de tes investissements, ou je sais pas, des travaux ou un truc comme ça? Alors, très honnêtement, en tout cas, les peu de fois où on s'est planté, franchement, ça reste anecdotique. Ok. Parce que déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, comme mon conjoint, dans tous les projets qu'on lance, à partir du moment où c'est nouveau, on se forme. On se forme énormément.
Je te disais juste avant de commencer le podcast que encore hier, j'ai acheté une nouvelle formation. J'ai dépensé 400 €. J'ai investi dans une formation, même parce que pour moi, chaque formation qu'on achète, on la rentabilise. Je ne crois pas avoir le souvenir d'avoir acheté une formation que je n'ai pas rentabilisée. x10, x20, x50 pour certaines. Donc déjà, ça limite drastiquement les grosses erreurs, en tout cas celles qui coûtent cher. Maintenant, oui, on a fait des erreurs. Par exemple, on a fait des erreurs sur le premier appartement parce que c'était le premier et qu'on se forme, tu vois, aussi sur le terrain. C'est la pratique et l'expérience. Voilà, en termes de travaux, on a voulu faire le moins de travaux possible, en tout cas le moins cher possible. Et on se rend compte que c'est pas la meilleure stratégie. Sur Amazon, il y a eu un produit que j'ai lancé et qui a été un échec. Enfin, voilà, qui n'était pas une réussite. Au final, j'ai perdu quoi, 300 €? Sur le produit ? Ouais. Ah ouais, c'est pas une grosse Parce perte. qu'au final, j'ai liquidé les pièces, j'en ai fait détruire la dernière partie que j'arrivais pas à écouler. J'ai perdu 300 €. Enfin, je veux dire, c'est rien de méchant. Ouais. Non, on va dire la plus grosse erreur que j'ai faite, et ça, personne ne le sait, tu vas être la première à le savoir. C'est sur l'année où je te disais, où j'ai eu un down, tu vois. Donc, c'était de mi-2023 jusqu'à mi-2024 à peu près. J'étais tellement, en fait, dans le déni de mon activité entrepreneuriale. Enfin, c'était pas un déni, c'est... Bon, il y a une grosse remise en question aussi personnelle qui fait que je me suis un peu isolée et coupée de tout. Et j'ai mis clairement même tout ce qui était pro de côté, tu vois. On me voyait plus sur les réseaux. Enfin, vraiment, il se passait plus rien. Même mes boutiques étaient à l'abandon. Alors, elles continuaient de tourner, mes boutiques Amazon. Mais vraiment, le chiffre d'affaires, chutait. Mais ça continuait, tu vois. Un petit peu. C'est que du coup, j'ai pas fait ma comptabilité pendant 1 an. Ok. Et quand tu fais pas ta comptabilité pendant 1 an, parce qu'au début, tu te dis, vas-y, je le ferai le mois prochain. Mais en fait, t'es tellement dans ton trou, t'es là. Après, tu te dis, j'ai eu un mois de retard, mais il s'est pas passé. Il s'est rien passé. Bon, ça va, ça a l'air ok, tu vois. Et puis un deuxième mois, et puis un troisième mois. Puis au bout de 6 mois, tu te dis, il faudrait que je le fasse, mais là, ça commence à être chaud. Genre, il y a beaucoup, tu vois, à rattraper. Ouais. C'est une phobie, c'est une phobie administrative. Et puis en fait, tu sais, c'est un peu le délire où tu planques les cadavres sous le paillasson, mais au bout d'un moment, le paillasson, il est plus assez petit, tu vois. Et après, t'as le tribunal de commerce qui fait toc-toc, avec un petit courrier recommandé qui te dit, si tu n'envoies pas certains documents sous 15 jours, tu risques des poursuites pénales. Là, tu fais, je suis dans la merde. On va un peu sortir la tête de l'eau, on va se réveiller, se mettre un petit coup de pied au cul, tu vois. On a le droit de dire. Oui, t'inquiète. Un petit coup de pied derrière et maintenant on va déterrer les cadavres et on va les mettre au bon endroit et on va tout remettre en ordre, tu vois. On va manger son caca, tu vois. C'est-à-dire que la merde dans laquelle on s'est mise, à un moment donné, il faut en sortir, mais pour en sortir, il faut tout nettoyer. Ça m'a pris 15 jours non-stop de me dire, allez, je remonte la pente. Et du coup, ça s'est bien terminé parce qu'au final, j'ai payé ce que je devais payer. J'avais 1 an de TVA en retard, tout ce qui allait avec, tu vois. Et au final, j'ai réussi à négocier un peu avec les impôts et j'ai quasiment pas eu de pénalité. Mais maintenant, ça m'a servi de leçon, tu vois. Ouais. Bon, après, personne n'est parfait. Mais non. Ouais. Quand tu vois, en fait, c'est pas vraiment un échec, mais en fait, la réalité aussi, c'est qu'on est dans un pays... Alors moi, tu sais que je m'expatrie en Thaïlande. Ouais, je sais. Et en fait, bon, il y a les qualités, les défauts, ça convient à certains et c'est OK. L'administratif en France, moi, c'est aussi une des raisons qui fait que je pars. Et c'est aussi une des raisons qui m'a mis en burn-out aussi pour mon entreprise, je te le dis. Parce que là aussi où je suis, moi, mais très contente quand je suis retournée dans le salariat. Alors moi, j'étais retournée dans le salariat justement pour continuer aussi mes investissements immobiliers. Et c'est là où je me suis dit, franchement, je ne sais pas pourquoi je me suis infligée, entre guillemets, l'entrepreneuriat, parce que la compta, mais moi, c'est une phobie. Et vraiment, c'est aussi là où je me dis, je suis aussi contente de pas forcément y retourner. Enfin, moi, je sais qu'en France, je ne reviendrai pas dans l'entrepreneuriat. À l'étranger, oui, mais pas en France. Et une des raisons qui fait que je ne reviens pas, c'est vraiment la compta. Mais en dehors de la compta, je trouve que... C'est probablement aussi un peu le cas dans d'autres pays. Je ne vais pas dire que la France, il n'y a que nous qui sommes hyper réglementés, etc. Mais je trouve qu'effectivement, le système administratif est très lourd. Même ne serait-ce que pour faire une pièce d'identité, il te faut 3 mois. Enfin, il y a plein de trucs. C'est horrible. Non, on est d'accord, c'est horrible. Moi, en tout cas, mon rêve aujourd'hui, tu vois, c'est de faire assez d'argent pour embaucher une assistante administrative. Genre, pour moi, ça serait le premier poste, plutôt que de prendre, j'en sais rien, des graphistes ou, tu vois. Mais un assistant administratif, mais genre le rêve, quoi, tu vois. Surtout que moi,
Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour créer, tu vois, qui ont la fibre artistique, tu vois, de créer, t'as plein de projets en tête, t'as plein de choses que t'as envie de faire. Mais... Tu t'es déjà renseignée sur les prix l'assistant administratif? Ouais, pour le moment, j'ai pas les moyens de le faire. Okay. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a traversé l'esprit. Mais je me suis dit que si j'avais en tout cas une première personne à embaucher, même à temps partiel ou quoi, ça serait un assistant administratif. Parce que, en fait, c'est une tanasse, tu vois. Ah ouais, mais vraiment. Moi, en fait, si tu veux, dans ma vie, j'aime bien me dire que tout ce que j'aime pas faire, je le délègue. C'est ce qu'il faut faire. Tu vois, je fais venir de temps en temps une femme de ménage chez moi. Et au final, je la paye, enfin, ce que je paye par rapport à ce que j'estime, en tout cas la valeur de mon temps sur 1 heure, bah, pour moi, je gagne de l'argent et du temps. Tu vois. Ça, enfin, je veux dire, j'ai des robots pour tout chez moi. J'ai des robots tondeuses, des robots lave-vitre, des robots pour le sol. J'avais vu tes stories, non, mais, je crois. Tu vois, en fait, tout ce qui, pour moi, est un casse-tête ou un truc chiant, j'ai envie de le déléguer. Et ça, c'est vrai que cette partie-là, elle est quand même super chiante, tu vois. Donc, j'espère que j'arriverai à le déléguer à un moment donné. Ouais, bien sûr. Après, moi, si ça... Je te le dis, on se le dit là, mais en vrai, je connais des assistants administratifs qui sont en freelance. Donc, t'es pas obligé aussi d'embaucher. Et c'est vrai que, tu vois, tu peux les payer à l'heure. Même titre qu'une femme de ménage, tu vois. Donc, tu vois, même si c'est pour négocier, je dis n'importe quoi, 2-3 heures dans la semaine. Ouais. Tu vois, des fois, ça peut être pas mal. On en parlera. Voilà, on en parlera après. Ok. Tu nous parlais tout à l'heure, du coup, que ton conjoint, enfin ton mari... On n'est pas mariés encore. Pas encore, mais bientôt peut-être. Bon, alors que ton conjoint, il t'avait beaucoup aidé justement à te lancer. Est-ce que lui, il a une casquette d'entrepreneur ou est-ce qu'il est salarié et en fait, comment lui, il a connu et vécu ton changement aussi, de te voir évoluer comme ça, de passer justement de la burn-out à la réussite, parce qu'on parlera après en fait de comment, de jusqu'où tu as réussi à monter et en combien de temps. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, déjà, ça a été un vrai soutien, un vrai pilier émotionnel, financier aussi, il faut le dire. Parce que, si tu veux, en fait, l'entrepreneuriat, ou du moins arriver à générer un maximum de revenus, être à la retraite à 40 ans, tu vois, c'est son projet, d'abord à lui. Et c'est vrai que des fois, je me sens un petit peu coupable, parce qu'au final, il m'a permis d'accéder, enfin, je parle pas de la retraite, mais en tout cas, à la liberté de temps, enfin, pas encore financière, on peut pas dire ça, mais tu vois, en tout cas, d'être vraiment dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, chose que lui, il aimerait bien faire, mais qu'il n'a pas encore fait. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il a un job, un peu une prison dorée, tu sais, comme on aime dire, c'est-à-dire un métier quand même où il y a un bon salaire, et du coup, qui assure un peu la sécurité et la stabilité financière du foyer. Ok. Donc, si tu veux, ça m'a permis déjà de pouvoir, en gros, me reposer un petit peu sur ça, vu que moi, mon salaire à la banque était quand même bien, voilà, plus inférieur que le sien. Donc, on prenait moins de risques à ce que moi, je me lance. Ok. Et au-delà de ça, lui, en fait, il m'a vu plus bactère. Il m'a vu vraiment pas bien. Enfin, vraiment, ça empiétait sur notre couple. Enfin, quand j'étais en burn-out, j'étais pas bien mentalement. Donc, le couple en prend un coup. La famille en elle-même en prend un coup parce que t'as aucune patience avec tes enfants et tout. Donc, si tu veux, lui, il a toujours fait passer, si tu veux, mon bien-être avant. Donc, plutôt que de dire, ouais, tu vas pas quitter ton taf, il y a des gens qui pourraient être comme ça. Lui, pas du tout. Tu vois, justement, il m'a poussé à aller voir d'autres mondes et à m'épanouir, en tout cas professionnellement parlant, même si on remonte même à avant, finalement. Pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent et qui me connaissent pas, moi, je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2009. En 2009 ? En 2009. Ah ouais, incroyable. J'étais sur YouTube en 2009. J'étais dans les, on va dire, 20 seules, entre guillemets, françaises qui faisaient un petit peu les vidéos beauté, lifestyle et compagnie. Peut-être pour les plus anciens, les Julie Love Mac, les Amy Makeup Pro et compagnie. Ah ouais. Et je faisais partie de ce petit groupe-là. Et donc, j'ai toujours, si tu veux, adoré les réseaux sociaux. J'ai toujours adoré monter des communautés sur un projet du moment qui me tient à cœur ou une étape de ma vie. J'ai eu, on va dire, de 2009 à 2013, communauté beauté. J'avais 20 ans, voilà, maquillage, tout ça. En 2014 jusqu'en 2016, communauté fitness sport sur Insta. Ouais, on était 80 000 à l'époque sur Insta. Sur mais incroyable. On était 20 000 sur la partie beauté sur YouTube à l'époque en 2009. Incroyable. Et
si tu veux, pour revenir à ça, il m'a, même bien avant que je fasse mon burn-out, il m'a toujours dit, mais pourquoi tu te lances pas à fond dans les réseaux sociaux, enfin en tout cas influenceuses comme ceux qui sont un peu étrangers à ça aiment bien dire, tu vois. C'est ce que t'aimes, c'est ta passion, fais-le, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, ouais, mais c'est beaucoup de taf, c'est incertain. J'étais pas encore dans le mindset nécessaire pour me lancer vraiment là-dedans, tu vois. Mais il m'a toujours poussée. Ma famille, c'est pareil. Mes parents, c'est vrai que quand je leur ai dit que je voulais quitter mon job de CDI, alors que pour eux, j'avais le poste idéal, au début, il y a eu un peu de peur, forcément. Dire, qu'est-ce que tu vas faire? T'es sûre? Mais ils m'ont vu vraiment lancer et vraiment déterminée en fait à réussir. Après, ils savaient qu'il y avait mon conjoint qui était là en soutien aussi. Et donc, ils ont vraiment été avec moi, ils m'ont accompagnée, ils étaient OK avec ça. Ils m'ont soutenue, si tu veux. Ils ont suivi mes projets, même mes amis et tout. Vraiment, j'ai pas eu de personne qui a essayé de me faire peur. Ou en tout cas, c'était peut-être anecdotique, si tu veux, des fois des réunions de famille quand tu discutes. Ah, mais tu as pensé à ta retraite et tout. Et tu peux pas discuter avec des gens, si tu veux, qui n'ont pas la vision, donc tu restes un peu, voilà. En surface. Tu dis oui, mais t'inquiète pas, je sais, machin, mais bon. Et donc, du coup, par exemple, ton conjoint, j'imagine qu'il ne regrette pas du tout que tu te sois lancée, forcément. Et donc, lui, c'est plus peut-être l'IMO. C'est plus le côté IMO qui gère, et toi, plus le côté de ta boutique. Il est vraiment... il aime beaucoup tout ce qui va être, effectivement, la partie immobilier. Il a déjà réfléchi même peut-être à se lancer en tant que marchand de biens. Je pense que c'est quelque chose qu'il finira par faire avec le temps. Là, du coup, il lance son projet de laverie. On en parlait justement, je sais pas quand est-ce que sortira ce podcast, mais c'est vrai que sur les réseaux, là, j'avais commencé un peu à teaser sur le nouveau projet commun. Alors, c'est commun, mais on va dire, ce projet-là, c'est un peu plus lui quand même. Ouais. Voilà. Après, on va réfléchir à deux sur le brainstorming et tout, mais... Ouais, en fait, vous êtes associés, mais on va dire que toi, tu as quand même Amazon, c'est toi. Moi, je suis plus sur la partie e-commerce, et création lui, de la contenu, laverie, réseaux c'est son sociaux. petit bébé, mais vous êtes à deux dessus, quoi. Exactement. Ouais, trop bien. Comme on investit dans l'immobilier, finalement, dans les appartements, moi, je vais m'occuper de la déco, tu vois, la déco, l'aménagement, l'achat des meubles et tout, mais tout le reste, vraiment, les visites, les calculs de rentabilité, tout ça, tout ce qui est un peu le truc chiant pour moi, c'est lui qui s'en occupe. Donc, en fait, on s'est bien réparti les rôles. En plus, on n'aime pas forcément faire les mêmes choses, on est hyper complémentaires sur ce qu'il y a à faire, même que ce soit sur la partie Amazon e-commerce. Lui, de par son métier, il aime bien faire de la gestion de stock, des projections, calculer pour les commandes et tout. Alors que moi, c'est la partie chiante pour moi, mais du coup, on se complète. Mais les binômes qui fonctionnent sont souvent les binômes qui se complètent, parce que ce que moi j'aime bien dire, c'est que les gens qui s'associent, tu vas avoir quelqu'un qui fait rentrer de l'essence dans le moteur, et tu as la personne qui structure l'intérieur du moteur, tu vois. Donc en fait, s'il y a deux personnes qui font rentrer de l'essence et qu'il n'y a personne qui structure, ça fonctionne pas. Et si tu as deux personnes qui structurent mais personne qui fait rentrer l'essence, ça fonctionne pas non plus. Donc c'est toujours bien, je trouve, dans une association. Alors oui, il faut avoir la même vision, il faut avoir quand même des points communs, mais c'est bien d'être complémentaires, donc c'est plutôt cool. On va commencer avec un petit jeu, du coup. Allez. Le premier petit jeu, qui va être un tu préfères. Donc, c'est très simple. Je vais te donner 2 affirmations. Okay. Tu vas me dire laquelle fait le plus sens pour toi, laquelle tu préfères, tout simplement. Le but n'étant pas forcément de développer et de rebondir sur les affirmations, mais si tu as une anecdote ou s'il y a quelque chose que tu tiens à préciser, évidemment tu peux le faire. Ok. Donc, tu préfères perdre tes investissements et ton business, mais garder ton réseau, ou garder tes investissements et ton business, ou tes business, avec 0 contact. Alors, moi, je pense que le réseau est hyper important. Et je pense qu'à partir du moment où on a lancé un ou des business et qu'on a réussi, je mets des guillemets, en tout cas, réussi quand même à en faire quelque chose, je pense qu'on est capable de dupliquer et de le refaire. Ok. Donc, moi, je préfère perdre les investissements et le business que le réseau, parce que le réseau est hyper important, finalement. Voilà, on s'arrête là. Donc du coup, garder ton réseau et recommencer à 0. Ouais. Ok. Est-ce que tu préfères avoir un associé ultra brillant mais insupportable,
ou un associé moyen mais hyper loyal? Le deuxième. La loyauté, pour moi, ça n'a pas de prix. Et justement, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec qui je veux. Et dans la good vibes. Et je suis là dans la good vibes, tu vois. Et ça me fait plaisir d'être là. Oui, donc oui, non, bien sûr. sans hésiter. Tu t'infligerais pas dessus? Non, absolument pas. Ok. Est-ce que tu préfères être un milliardaire détesté, mais que... oui, c'est ça, être un milliardaire détesté, ou avoir la plus grosse notoriété de ton secteur, mais jamais millionnaire? C'est difficile parce que la deuxième, pour moi, c'est que tu as raté quelque chose. Tu vois. La vérité, peut-être le premier finalement, parce que je pense qu'après, d'avoir la fame, c'est pas une fin en soi. Et si au final, on travaille pour quoi? Pour avoir de l'oseille et après être confortable dans la vie, à la reconnaissance des autres, quand t'es milliardaire, franchement. Ouais, moi, de toute façon, je pars du principe que même que tu aies la plus grosse notoriété de ton secteur, tu auras toujours des gens qui vont te détester, qui vont te critiquer, tu vois. Maintenant, oui, bon, indirectement, je trouve qu'on est un peu dans un monde comme ça. Hein. Tu regardes Bernard Arnault, tu vois, il y a le gars milliardaire. On est d'accord. Il est détesté par la majorité des gens. Ouais. Alors, il y en a qui vont quand même l'adorer et l'idolâtrer, tu vois. Mais c'est un peu la question. Est-ce qu'un Bernard... Tu pourrais être à côté... Enfin, tu pourrais être à sa place de Bernard Arnault, tu vois. Je sais pas. Toi, tu te dirais oui. Je pense que je préférerais quand même. Ok. Ouais. Ok. Bon, lui, pour le coup, il a les deux. Hein. C'est quand même la plus grosse notoriété de son secteur. Et en plus de ça, il est milliardaire et il est testé. Ouais. Bon. Est-ce que tu préfères monter une boîte qui explose, mais que tu détestes, ou une boîte que tu adores, mais qui stagne? Je pense la première, parce que je pense que le fait de vraiment monter une boîte et de voir qu'elle a réussi, ça apporte quand même vachement de choses, tu vois, à titre personnel. Et après, si tu l'aimes pas, tu la revends et tu fais quelque chose que t'aimes, tu vois, finalement. Je pense que souvent, justement, quand on crée des boîtes, on a du mal à s'en séparer parce que c'est un peu nos bébés. Mais il y a des fois, il faut le voir d'une manière complètement différente et se dire, voilà, c'est juste une création de valeur et il faut s'en séparer au bon moment, tu vois. Et si t'es pas épanoui dans ce que tu fais, moi, maintenant, l'épanouissement est hyper important. Enfin, je l'ai appris, voilà, avec mon vécu. Vraiment, pour moi, tu t'en sépares et tu fais un autre projet qui te tient plus à cœur. Ok. Oui, toi, tu le vois vraiment comme un outil. Ouais. En fait, c'est un véhicule que tu as qui te permet de t'enrichir sur un... Tu utilises le levier, en fait. Et exactement. Ok, c'est bien. Est-ce que tu préfères gagner 1 million d'euros par mois, mais devoir travailler 7 jours sur 7, ou gagner 10K par mois en totale liberté? Alors là, j'ai absolument pas d'hésitation sur cette question. Moi, c'est la deuxième. Je préfère, en fait, pour moi, en tout cas aujourd'hui, l'heure où je te parle, c'est pas l'argent mon moteur, c'est vraiment mon temps. Et pour moi, ça n'a pas de sens de gagner tout l'oseille du monde si tu n'as absolument pas le temps pour en profiter, le dépenser ou voir les tiens. Donc, je préfère gagner beaucoup moins, mais du coup avoir beaucoup de temps pour moi, mes proches, mes enfants, plutôt que d'avoir plein d'argent, de les courir de cadeaux, mais de jamais de les voir, tu vois, par exemple. Donc, sans hésiter, la deuxième. Ok, pareil. Très bien. Donc, on va revenir un petit peu aux questions. Donc, on a parlé beaucoup de ton parcours, etc. Enfin, comment, du coup, tu as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire... voilà, tu nous as dit, très vite, pour moi, ça a marché. Est-ce que tu peux nous dire, justement, un peu tes chiffres, si on doit parler un peu plus concret, est-ce que tu peux nous parler de ton chiffre d'affaires, du bénéfice que tu arrives à faire avec, etc. Alors, déjà, si on peut expliquer ce que c'est. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en tout cas, avoir un e-commerce Amazon FBA en private label, le principe, c'est qu'on va, en fait, créer notre propre marque. On va sourcer des produits, on va trouver des produits à vendre. On n'est pas inventeur, on va trouver des produits qui existent déjà dans des niches qui ne sont pas encore exploitées au maximum. En tout cas, il n'y a pas encore une concurrence folle, mais il y a de la demande. Et les vendeurs qui sont déjà sur ce marché, voilà, c'est pas les rois du marketing, donc on peut vraiment leur passer devant avec un bon marketing. Pour ça, on utilise des logiciels. En fait, on a des logiciels qui existent pour
trouver ce genre de produit. Et donc, une fois qu'on a trouvé un bon produit, on va déposer sa marque, on va le vendre sous sa propre marque, trouver un fournisseur, faire produire nos propres produits. Donc, j'insiste, ce n'est pas du dropshipping, puisque c'est nos produits et on les fait produire. On les importe si on fait venir ça de l'étranger. Et après, le principe, c'est d'envoyer nos produits directement dans les entrepôts d'Amazon, ce qui fait en fait que quand un client va acheter notre produit sur le site d'Amazon, nous, on n'a aucune logistique à gérer. Donc, moi, là, je suis en train de te parler, possiblement que je vends des produits et que Amazon est en train de les emballer, de les expédier aux clients, et moi, je ne gère pas ça. Ma seule problématique, c'est d'avoir une offre qui est dans les premiers résultats de recherche sur Amazon sur le mot-clé en question, et de toujours faire attention à ce que j'ai suffisamment de stock dans les entrepôts d'Amazon. Le reste, c'est Amazon qui gère. Donc, tu vends 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à gérer la logistique, ni même le SAV. Ça, c'est le principe du FBA. Donc, en fait, ça veut dire Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon. Ça s'oppose au FBM, qui est le Fulfillment by Merchant, donc expédition par le vendeur, où là, ça va être le vendeur qui va expédier lui-même de chez lui ou de son entrepôt ses produits, ses articles. Sauf que ça, il faut savoir que pour ceux qui sont en FBM, ils sont beaucoup moins mis en avant sur Amazon et du coup, ils se retrouvent en 5e, 6e page. Voilà. Donc, ils font beaucoup moins de ventes. Vraiment, moi, mon objectif, en tout cas, avec tous mes business, c'est d'automatiser le plus possible. Et Amazon FBA, en tout cas, répond exactement à cet objectif pour moi. Du FBA. Je fais que du FBA, ouais. Je fais que du FBA. Et donc, en fait, quand j'ai commencé finalement, pour revenir à ta question, ça a marché assez vite pour moi. En gros, pour expliquer, j'ai suivi la formation, je me suis formée aux alentours du mois de février. Mois de mars, je commençais déjà à chercher un produit. J'avais trouvé un premier produit, j'ai fini des échantillons, je me suis ravisée, j'ai trouvé un autre produit. Et où là, je me suis dit, OK, je suis sûre de moi. Et en fait, faut savoir que quand on commence, en tout cas, quand on veut tester un produit dans l'univers d'Amazon, on recommande de se lancer avec 100, 150 pièces, tu vois, pour tester le marché. Et si on se plante, on limite la casse, tu vois. Moi, j'ai commandé 600. T'étais sûre ? J'étais sûre de moi. J'étais sûre de moi. Donc, en fait, c'est pour ça que quand on donne des recommandations aux gens, c'est très bien. On conseille de les suivre. Mais il y a des fois, il y a une part d'instinct. Et j'ai bien fait de m'écouter parce que finalement, en fait, j'étais sur une niche où il y avait un fort volume et j'étais convaincue de ma différenciation parce que j'avais vraiment apporté quelque chose de nouveau au produit. Je l'avais fait personnaliser d'une certaine manière qui fait que je savais que ça allait marcher. En tout cas, ça existait aux États-Unis, mais pas en France. Et aux États-Unis, ça marchait bien. Donc, j'étais sûre de moi. Et j'ai lancé une production de 600 pièces. Je me suis dit, au pire, je les vendrai ça prendra le temps qu'il faut, quoi, mais je sais que je les vendrai. Et au final, le premier mois, j'en ai vendu quasiment 300. Ah oui. Et en fait, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours de vente, j'ai dû relancer une commande sans même avoir récupéré les premiers euros des premières ventes, parce que Amazon fait une rétention et nous paye tous les 15 jours, mais en décalé. Et je me suis dit, en fait, au rythme où ça part, là, en 10 jours, je vais être en rupture de stock, parce qu'en fait, le temps de passer une commande, faire produire, importer de Chine, parce que du coup, mon fournisseur était en Chine, j'ai à peu près 2 mois et demi de délai. Donc, il faut que je recommande maintenant. Et j'ai repassé une nouvelle commande, finalement, assez rapidement. Et j'ai fait à peu près 4 700 euros ou 5 000 euros de chiffre d'affaires, avec une marge, à l'époque, peut-être en lancement, je devais être à 25% de marge. Et en gros, je suis rentrée en fonds de roulement en 6 mois. Et j'ai rentabilisé mon investissement initial en 3-4 mois. J'ai investi au tout départ 4 500 euros et j'ai dû réinjecter dans les 4 500 euros au début et dans les 2-3 000 euros pour la deuxième commande. Et après, je suis rentrée en fonds de roulement au bout de 6 mois. Et au début, tu commences, tu es là, tu fais 4-5 000 euros de chiffre d'affaires avec un produit, tu fais waouh, c'est cool, tu vois, ça fonctionne. Et ce qui est fou, c'est que j'ai pris du temps au début pour me lancer, pour créer le produit, chercher le produit. Enfin, ça prend du temps, tu vois. J'ai passé mes soirées. À l'époque, j'étais encore salariée. J'avais 2 enfants en bas âge, de 3 ans et 1 an et demi. J'avais ma vie de famille, d'accord ? Et donc, voilà. C'est-à-dire que je pouvais bosser sur ce projet-là que de 21h à minuit. Voilà. Et jamais le week-end. Parce que par contre, c'est une règle, je ne bosse pas le week-end. Donc, vraiment en semaine.
Et je me suis mis là-dessus. Et quand ça s'est lancé, je me suis dit, waouh, ça y est, genre, ça fonctionne. Et là, ça me prend 1 heure par semaine, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh. Et donc, du coup, de fil en aiguille, le chiffre d'affaires, il progressait. J'ai lancé un deuxième produit dans la même niche, mais un peu différent. Et au bout d'1 an, j'arrivais à faire entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, avec 2 produits seulement, tu vois, en vendant qu'en France. J'étais pas aux États-Unis, j'étais même pas sur toute l'Europe. Et à ce moment-là, je me suis même posé la question, on en parlait tout à l'heure, tu vois, de dire, est-ce que je revendrais pas ma marque? Mais du coup, c'est un peu touchy parce que tu dis, ça se trouve, là, ça me rapporte un revenu, mais peut-être si je la revends, ça a de la valeur. Et je me suis intéressée aussi à ce côté-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu crées une marque, tu crées aussi, du coup, un patrimoine. Parce que ta marque, elle prend de la valeur. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Il y a des sites qui existent justement pour revendre des business en ligne, notamment e-commerce. Et j'avais fait évaluer ma boutique. Donc, c'est sur quoi? Sur Dotmarket, tu l'avais fait? Non, j'ai plus le nom en tête. Parce que moi, justement, je suis intéressée... Mais je peux te le retrouver. Ok. Je pourrais te l'envoyer. Mais du coup, j'avais fait évaluer ma boutique. Donc, je rappelle que j'avais investi 6 000, 6 500 de ma poche. Hein, et elle valait plus de 90 000 euros au bout d'1 an et demi. C'est fou. Hein. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Après, je me suis dit, c'est mon bébé quand même, tu vois. Pas tout de suite. Et donc, je l'ai gardé. Mais après, du coup, j'ai eu ma petite phase de down. Donc, mon chiffre d'affaires a un peu baissé et tout. J'ai relancé d'autres produits entre-temps. Là, si tu veux, comme c'était plus ma priorité numéro 1 au niveau du pilotage de mes boutiques, mon chiffre d'affaires a baissé. Donc là, je dois être aux alentours des 5-6 000 par mois de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas Amazon qui me fait vivre, tu vois. C'est un ensemble de business que j'ai créé parce que j'ai plein d'autres sources de revenus. Mais si tu te concentres que sur Amazon, vraiment quelqu'un qui serait focus que dessus, vraiment, il peut scaler très rapidement, tu vois. Et là, je me suis lancé un petit défi en plus, il n'y a pas très longtemps, de repartir en fait un peu comme si c'était à zéro. Et parce que c'est vrai qu'on me demande encore, est-ce que c'est possible en 2025? Toi, tu t'es lancé en 2021. Est-ce qu'en 2025, ça fonctionne toujours? Est-ce qu'on peut toujours se lancer sur Amazon? Tout ça. Oui, mais c'est facile de dire oui. Et ben, moi, je me suis mise au défi. Donc là, je prends des risques, hein, je me mets un peu en danger. J'ai vu, mais ça, c'est trop bien, meuf. Mais je prends des risques, mais je me suis dit, OK, quoi de mieux que de le montrer aux gens? Parce que finalement, quand en 2021, j'ai lancé mon compte Instagram Maman Entrepreneur, c'est vraiment quand je me suis lancée sur Amazon. Et les gens ont adoré me suivre, en fait, dans l'ascension, dans le chemin. Et pas juste arriver au goal final, tu vois. Ouais. Les gens, ils aiment bien voir aussi le chemin. Et je trouve qu'aujourd'hui, on leur montre beaucoup des résultats finaux. Tu vois, à la fin, voilà ce que j'arrive à faire. Je fais tant. Mais on leur montre trop peu le chemin, tu vois, parcouru avec les bâtons dans les roues, avec les phases de ralentissement. Les ruptures de stock. Voilà, ou même tout simplement, je sais pas, des fois, tu peux avoir des blocages pour tel ou tel truc, les petites emmerdes que tu peux avoir sur le chemin, quoi. Et là, du coup, j'ai décidé de me relancer presque à zéro, parce que finalement, c'est pas non plus à zéro, parce que j'ai déjà les connaissances et je l'ai déjà fait. Mais vraiment de repartir comme un débutant avec des nouveaux produits, nouveaux fournisseurs, de rechercher, voilà, et de relancer. Et l'idée, c'est l'objectif, c'est de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Ok. Voilà. Donc là, j'ai 10 000 euros de chiffre d'affaires global? Avec les nouveaux produits. Ok. Sans parler de mes anciens. Ouais, j'ai vu que tu lançais cette série sur Instagram. Du coup, je tiens à le préciser, mais bien évidemment, comme à chaque fois, tu as tous tes réseaux et toutes les informations sur Denise qui sont dans la barre de description et qui s'afficheront à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre. Surtout si, potentiellement, c'est des questions que vous avez sur Amazon, vous pouvez aller lui poser en privé. Mais aussi, si vous voulez aller voir justement cette série de vidéos que j'ai vu que tu l'avais lancée. J'ai pas regardé toutes les vidéos, mais j'ai trouvé que c'était hyper pertinent parce qu'effectivement, en fait, ça montre aussi, même étape par étape, pour se rendre compte du travail qu'il y a à fournir. Est-ce que ça nous convient, est-ce que ça nous convient pas, et est-ce qu'en fait c'est faisable ou pas. Bon, alors du coup c'est hyper pertinent. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, quand tu veux te lancer sur Amazon FBA, quel budget il faut avoir à peu près pour commencer, pour se sécuriser? Parce que j'imagine si tu lances une marque demain, faut quand même avoir un peu d'épargne. Quel risque entre guillemets d'épargne tu prends personnellement quand tu lances un nouveau produit, par exemple? Alors, déjà, j'insiste effectivement, comme tu dis, il faut savoir qu'il y a plusieurs business models qui existent autour d'Amazon.
Moi, le business model que j'ai choisi, c'est le private label. Donc, c'est-à-dire vendre des produits de ma propre marque, d'accord, d'une marque que je crée. Ça s'oppose à un autre business model que beaucoup connaissent aussi, qui est l'arbitrage, c'est-à-dire l'achat-revente de marques existantes qu'on connaît tous. Par exemple, je sais pas, tu tombes sur un stock de shampoing L'Oréal à moins 70%, tu vas l'acheter, tu vas réétiqueter après toi-même, tu vas envoyer ce stock chez Amazon, et après, il y aura la fiche L'Oréal, voilà. Mais sauf que tu n'es pas tout seul sur cette fiche, il y a tous les autres vendeurs qui ont acheté aussi des lots, voilà. Voilà, c'est pas ta marque, il n'y a pas de création de patrimoine et compagnie. Donc, sur le business model du private label, celui que je fais, ça nécessite un petit peu plus de budget de départ, parce que c'est tes produits, ton stock, d'accord, lancer ta marque et compagnie. On recommande d'avoir minimum 2 500 €. Voilà, pour lancer, on va dire, un premier produit, vraiment en limitant aussi un maximum de risques. Dans les 2 500 €, en général, on va dire 1 500 € pour le premier stock et 1 000 € pour le réassort. Ok. Voilà. C'est un peu ce qu'on préconise. Ok. Et bien sûr, si c'est... je vais jamais dire à quelqu'un, si c'est vraiment tout l'argent qu'il a de côté, attendre de se constituer une épargne plus importante, parce que l'idée, c'est pas tout mettre non plus dans ce projet-là. On n'est jamais à l'abri, tu vois. C'est de l'investissement, ça reste un investissement. Donc, il y a toujours un risque. Moi, je ne recommanderais jamais à quelqu'un d'investir tout son épargne liquide dans un business en ligne. Oui, bien sûr. Après, ça, c'est le rapport au risque même toi, sur les investissements en bourse, en crypto, machin. Tu vois. Bien sûr. De toute façon, après, c'est le rapport au risque de chacun. En réalité, comme tu dis, on va conseiller des choses. Mais après, vous êtes ouvert. C'est à vous de faire vos propres choix. Et si vous êtes prêt à prendre ces risques-là, vous les prenez. Comme toi, on t'avait dit, non, on préconise 150 pièces, on a commandé 600. Maintenant, si à l'intuition, vous voulez y aller, vous faites comme vous voulez. Mais si votre intuition n'est pas bonne, malheureusement, ce sera votre problème. Donc, ok, on va faire un deuxième petit jeu qui va être un cap ou pas cap. Donc, je vais te donner une affirmation cette fois-ci. Et tout simplement, tu vas me dire, est-ce que tu serais capable ou pas de le faire ? D'accord. Ok. Et après, on parlera d'une autre chose. J'ai quelque chose sur laquelle je rebondis. Ok. Cap ou pas cap de travailler avec un client que tu détestes juste pour le gros chèque ? Un client que je déteste. Ouais. Après, moi, c'est difficile parce que on va peut-être plus parler dans l'univers formation. Oui, c'est pour ça que du coup... C'est vrai que sur Amazon, j'ai pas d'accès, tu vois, directement aux clients, finalement, comme c'est Amazon qui gère le SAV et tout. On peut partir aussi dans l'IMO, c'est-à-dire, imaginons que tu vois, genre, il y a un client qui est insupportable, tu vois, qui veut louer ton appart. Je vais te dire non, parce que par exemple, la question s'est déjà posée, par exemple, sur la partie influence. Parce que du coup, au niveau des réseaux sociaux, des fois, j'ai aussi des collaborations commerciales ou des partenariats avec certaines marques ou agences où il y a des marques, j'ai pas envie de collaborer avec elles, et pourtant le chèque est très conséquent. Mais voilà, je sais que soit leur manière de travailler avec les autres, ou ça m'est déjà arrivé d'arrêter de bosser avec certaines personnes parce que, argent ou pas argent, c'était pas possible. C'est pas possible. Ok. Mes valeurs sont plus importantes, tu vois. Ok, ça marche. Est-ce que tu es cap ou pas cap de balancer un énorme dossier sur un concurrent pour l'éliminer ? Absolument pas. Ok. Vraiment pas. Cap ou pas cap de facturer plus cher un client juste parce qu'il a l'air riche ? J'essaie de réfléchir parce qu'en fonction des différents business, tu vois, des fois... non, mais après, ce qui est... oui, il y a des entreprises que tu vas facturer plus cher. Après, c'est la loi de la négociation. Oui, bien sûr. Mais je sais que, par exemple, sur la partie collaboration, il y a des entreprises qui ont été facturées bien plus cher que d'autres. Parce que tu sais qu'elles ont le budget aussi qui Parce qu'il y en a, c'est des multinationales, et il y en a, c'est des petites marques. Voilà. Des petites boîtes qui se lancent. Ok, bonne réponse, j'aime bien. j'aime bien. Cap ou pas cap de quitter ton conjoint pour devenir millionnaire ? Absolument pas. C'était sûr. Vraiment pas. Vraiment, demain, même on me dit je perds tout mon argent, ou... Enfin, voilà, non. Je préfère être pauvre, mais qu'on soit encore ensemble. Ok. Cap ou pas cap d'investir tout ton argent, patrimoine, capital, business, dans un seul projet ultra risqué, mais avec un potentiel x100 ? Non. Cap ou pas cap de tout lâcher demain et partir vivre dans un pays où personne ne te connaît pour repartir de zéro ?
C'est pas le problème du pays où repartir de zéro, c'est d'être trop loin de ma famille. Impossible. Je sais. Impossible. En fait, tu vois, genre, Ouais. c'est vrai qu'on s'est pas, on s'est croisés et on n'échange pas non plus tous les Ouais, mois. mais on se connaît. Mais en fait, On c'est se vrai que connaît. je connais bien. En fait, Mm. j'anticipe déjà les réponses. Je Ouais. sais déjà ce que tu vas répondre, tu vois. Cap ou pas cap de donner le nom d'une personne ou d'une société que tu ne recommandes pas du tout dans ton industrie. En vrai, ça me vient même pas. Enfin, tu vois, j'ai même pas de. Moi, il n'y a pas quelqu'un que j'ai tu même me pas dis, tu le recommanderais d'exemple. pas. Non, il y a personne que je ne recommanderais pas. Il y a des personnes ou des entreprises où je suis pas forcément en adéquation. Mais de là à ne pas recommander, non. Enfin, après, c'est juste mon avis personnel. Donc moi, je suis personne pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est un avis perso. Donc non. Ok. C'est la fin du deuxième petit jeu et justement, effectivement, je voulais rebondir là-dessus. C'est que toi, tu proposes aussi de l'accompagnement ou tu fais de l'accompagnement ou que de la formation? Alors, on a une partie accompagnement, mais qui n'est pas faite par moi, qui est faite par une coach Ok. au niveau d'Amazon. Ok. Donc tu proposes en tout cas et la formule accompagnement et la formule formation Ouais, pour les personnes qui ont envie de se lancer et qui veulent en fait le faire étape par étape sur Amazon. exactement. Donc encore une fois, je vous mettrai, je pense, un Linktree avec les différents liens. Je mettrai dans le Linktree dans la barre de description. Mais en tout cas, si c'est quelque chose où vous avez envie de vous lancer, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller non plus dans tous les détails par rapport à Amazon FBA. Et je sais que du coup, des personnes qui en fait sont visibles au niveau de ce business model-là, je pourrais pas vous en proposer non plus beaucoup. C'est pour ça que je suis contente que tu sois là parce que je sais que ça va intéresser énormément de gens. Même moi, en fait, je me suis déjà posé des questions sur Amazon, mais en vrai, je suis hyper chaude de le faire, mais pas ici, pas en France, oui, entre bien guillemets. sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve ça très cool. Donc effectivement, vous aurez tout dans la barre de description. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, je vais expliquer un peu effectivement. Donc, j'ai la formation Amazon Next en fait qui a été co-créée avec Jérôme. On est associés du coup sur la partie formation. Pour expliquer un petit peu rapidement qui est Jérôme, parce que bon là on a appris à me connaître ici. Jérôme en fait il s'est lancé avec son frère sur Amazon en 2020, donc une année avant moi, donc là maintenant ça fait 5 ans. Et ils se sont lancés, pareil, Jérôme, salarié et tout, il a quitté son job, pourtant il avait un très bon poste en Suisse, il a travaillé à Silicon Valley dans le marketing et compagnie. Et il a tout quitté avec son frère pour se lancer dans l'e-commerce. Alors, lui, parcours un peu différent pour faire très rapide, mais ils ont testé dropshipping, échec, ils se sont même lancés sur Amazon FBA au début, tout seul, échec. Après, ils se sont formés. Ils ont pris plusieurs mêmes formations et du coup après ils sont très bien réussis puisque du coup aujourd'hui leur marque, ils ont créé une marque donc à deux, ils ont une dizaine de produits qui vendent toute la France, Europe, USA qui vaut pas loin des 2 millions. Ils génèrent plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc voilà, grosse expérience terrain. Et du coup, on a voulu créer une formation vraiment la meilleure possible avec une expérience de gens qui sont encore sur le terrain, qui sont vraiment sur le terrain. Donc effectivement, on a une formation qui s'appelle Amazon Next où on apprend aux personnes débutantes ou même pas forcément débutantes. Enfin, on part vraiment de zéro. Donc celles qui ne connaissent rien, vraiment création de compte bancaire, ouverture du seller central, compte professionnel et tout ça. Jusqu'à pouvoir scaler sa boutique en levant des fonds auprès d'une banque avec un expert en prise de parole qui intervient dans la formation pour toute cette partie-là. Tout ce qui va être gestion de la pub, gestion des réseaux sociaux pour faire de la promotion aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, on aborde vraiment tout. Et là, du coup, il y a même une partie, un accompagnement premium pour ceux qui le souhaitent avec une coach qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui est aussi une experte Amazon puisqu'elle est sur Amazon depuis 2017. Et elle génère à peu près 800 000 euros par an avec sa marque. Ok. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle aussi, qui a été enseignante par le passé. Okay. Donc, elle a la fibre vraiment. Ouais. Elle a la pédagogie. Ouais, la pédagogie. En fait, c'est ça aussi qui est important. C'est vrai que dans une formation, on n'en parle pas assez. Il y a des gens qui sont très compétents dans leur domaine. Exactement. Mais au niveau de la pédagogie, bon, après, ça aussi, c'est des atomes crochus qui sont entre les gens. Mais la pédagogie est importante, donc très cool. Et souvent, en fait, on se demande, mais pourquoi si vous faites de l'argent, pourquoi vous faites de la formation, tu vois? Je trouve ça trop nul comme question. Ouais, mais du coup, elle est intéressante, finalement. En fait, il faut se dire qu'au bout d'un moment, on a envie d'autre chose. Quand on est entrepreneur, on a envie de nouveaux challenges, de se lancer des nouveaux défis. Et moi, je sais que moi, comme Jérôme, on a toujours voulu partir du côté enseignement, tu vois, transmettre, la transmission. Je trouve ça hyper intéressant. Et ça te permet aussi de pouvoir rencontrer plein de personnes différentes, avec des profils différents, échanger avec des gens. Et moi, j'ai toujours aimé faire ça, tu vois. Et c'est vrai que du coup, on s'est super
on est super complémentaires, moi et Jérôme, sur nos compétences, sur nos zones de génie respectives. On n'a pas du tout les mêmes zones de génie. Donc voilà, chacun va animer un thème. Un thème particulier. Non, mais les gens viendront voir de toute façon, ceux qui sont intéressés viendront te poser des questions. Il y aura peut-être un petit code promo spécial pour ceux qui écoutent ce podcast. Écoute, je pense que tu le mettras. Je le mettrai dans la barre de description avec plaisir. Et comme ça, voilà, les gens de toute façon viendront te poser des questions. Avec plaisir. Ce sera top. Moi, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est souvent une phrase qui ressort et je trouve que c'est une question vraiment pour les détraqueurs de pourquoi tu vends des formations si tu gagnes tant d'argent avec ton business? Mais je trouve ça vraiment tellement débile comme question parce que je me dis, mais les gars, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche de la planète. Et pourquoi il continue à monter des projets, à faire SpaceX, à Tesla? C'est qu'en fait, à un moment donné, ça, c'est les esprits petits, à un moment donné, les esprits petits qui ont un mindset éclaté au sol. Et je suis désolée parce que... Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais t'as raison. Mais c'est un mindset éclaté au sol et c'est, encore une fois, je vais faire un peu la rabat-joie en disant c'est une mentalité que je trouve qui est très française, des gens qui sont en mode, genre, voilà. Typiquement, l'argent est tabou. Les gens qui font de l'argent, ça fait chier. Et c'est exactement en fait le but de ce podcast, c'est en fait vraiment de démocratiser tout ça. On en parle ouvertement, avec beaucoup de transparence. Il y a des réussites, il y a des échecs. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Ouais. Et justement, l'objectif, c'est d'en tirer le meilleur au travers de ce podcast pour que vous ayez un maximum de clés. Donc vraiment, cette question-là, je l'ai entendue et réentendue, mais en fait, même si l'argent est tabou, ce n'est pas ce qui drive le sens d'une vie. Et je trouve que t'en fais un très bon exemple parce qu'en réalité, l'argent est un outil. Donc comment l'utiliser pour justement, toi, tu vois, c'est ta famille, c'est ta tranquillité. Moi, ça va être peut-être plus justement l'étranger. Et en fait, l'objectif, c'est tout simplement d'arriver à quelque chose qui nous anime. Aussi, trouver son pourquoi. Pourquoi on veut se lancer dans tout ça, c'est hyper important. Et on n'aura pas tous le même pourquoi, et bien heureusement. Mais du coup... oui, il y a des gens pour qui ça va être d'avoir la plus belle voiture qu'ils ont toujours rêvé depuis qu'ils sont gamins. D'autres, ça va être le temps. D'autres, ça va être de voyager, de pouvoir voyager quand ils veulent, où ils veulent. Chacun son pourquoi. On va finir avec la dernière question parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais c'était hyper intéressant. On va parler un peu plus de ton parcours IMO. Donc aujourd'hui, en immobilier, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu fais plutôt du locatif, de l'achat-revente, de la location courte durée? Est-ce que tu investis que en France ou à l'étranger aussi? Voilà. Alors, on a commencé à investir avec mon conjoint, parce que du coup, on investit toujours tous les deux. On a commencé à investir du coup en nom propre sur les 3 premiers biens. Ouais. Donc, le premier en 2018, début 2019. On a investi qu'en France. Actuellement, donc, on est propriétaire de notre résidence principale et on a 5 appartements en location meublée. On en a 4 en location courte durée et 1 en location longue durée. Et puis du coup, là, l'achat d'un fonds de commerce en cours pour le projet Laverie. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a. C'est bien parce que tu as vraiment, même en immobilier, tu as vraiment plusieurs casquettes différentes. Tu fais de l'IMOCO, de l'IMO pour particuliers, etc., du meublé, du non-meublé. Tu as vraiment un beau parcours. Et donc du coup, aujourd'hui, toi, si tu devais choisir entre Amazon et IMO, tu préférais quoi? C'est compliqué. En fait, il n'y a pas à choisir parce que pour moi, en fait, c'est complémentaire. Pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent, aujourd'hui, on a mis en place des choses, en tout cas avec mon conjoint, qui fait que on va investir en immobilier avec le cash généré par du coup le e-commerce et la société. Enfin, en tout cas, la société, parce qu'il y a plusieurs choses dans la société, dont la partie e-commerce. Mais du coup, le cash que génère la société, on s'en sert pour investir en immobilier. Donc pour moi, en fait, c'est difficile de choisir parce que ça fait partie d'une boucle qu'on a créée et qu'on a mis en place. Voilà. Ok. Et écoute, on va faire le dernier petit jeu avant de se quitter. En fait, j'ai vraiment d'autres questions à te poser qui me viennent où je me dis, on n'aura pas le temps cette fois. Mais dites-nous dans les commentaires, justement, si vous voulez peut-être qu'on fasse un deuxième épisode avec Denise. Pourquoi pas dans 6 mois, parce que moi, du coup, je pars en Thaïlande, tu le sais, mais je reviens vers Noël. Donc, si jamais l'épisode vous plaît et que vous nous le demandez, on pourra faire peut-être un deuxième épisode, même déjà pour rebondir, ne serait-ce que sur le challenge qu'il y a eu sur Instagram. La pression. Non, mais c'est ça, moi je le fais pour ça. Hein. En vrai, j'ai d'autres questions à te poser parce que là, on a abordé ton parcours, c'était déjà hyper intéressant, mais il y a aussi tout l'aspect où justement, tu avais tes croyances limitantes où tu me disais, moi, j'étais pas du tout faite, je pensais pour l'entrepreneuriat, pour l'immobilier, tu avais plein de blocages et on n'aura pas le temps d'aborder malheureusement
cette partie-là pour cette fois, mais pourquoi pas une On laisse prochaine du fois. suspense Donc, alors. voilà, exactement. Donc du coup, dernier petit jeu, c'est un pour ou contre. Je te pose encore une fois différentes situations et tu vas me dire plutôt est-ce que tu es pour ou contre. Tout simplement, voilà. Donc, pour ou contre s'associer dans le business. Pour. Pour ou contre embaucher des amis, de la famille ou ton conjoint dans ton entreprise. Pour. Pour ou contre les formations en ligne. Pour. Pour ou contre démarcher des inconnus en DM sur les réseaux sociaux. Totalement contre. Pour ou contre les personnes qui mettent en avant leur atout physique pour gagner plus d'argent. On parle pas de mimes, OnlyFans et tout. Hein. C'est vraiment plus dans leur marketing. Est-ce que ça pose problème? L'apparence fait partie du jeu sur les réseaux. Pour. Pour ou contre entreprendre en France? Pour, je le fais, mais bon, à contre-cœur, quoi. Je suis bloquée. Pour ou contre investir en France? Pour. Pour ou contre créer des comptes fake pour espionner tes concurrents? Contre. Contre. Et ouais, écoute, je te remercie beaucoup, Denise. Si tu as un petit mot à dire avant qu'on puisse se quitter, en tout cas, très très contente de ta participation parce que c'était très enrichissant. Et j'ai d'autres questions, mais je te les poserai en off. Pas de souci. En tout cas, merci à toi, Clémence, de m'avoir invitée ici. Franchement, je suis ravie. En plus, c'était mon premier podcast, donc Voilà, le baptême. j'espère que ça s'est bien passé. Et pour tous ceux qui nous regardent, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que croyez en vous. Sachez que vous pouvez le faire. Il y a des gens qui l'ont fait avant vous et vous pouvez le faire, en fait. Juste faites péter vos croyances limitantes qui vous mènent la vie dure et qui vous empêchent d'aller plus loin dans vos projets. Voilà, on va s'arrêter là, mais je pense que c'est plus important. Et je te remercie. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les informations et tous les réseaux de Denise dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à nous le dire en commentaire, ça nous fait toujours super plaisir. Et puis bien évidemment, à vous abonner à la chaîne pour nous suivre et du coup ne pas louper aucun autre épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao.